Effectivement, c'est la bonne personne aujourd'hui que nous avons invitée pour parler de ce sujet très important, à savoir l'analyse médicale et ses enjeux. Bonjour professeur. Bonjour. On va démarrer par les définitions d'usage, à savoir le principe des analyses biologiques. Bon, je dois vous dire d'abord merci de m'inviter à cette émission qui me permet d'apporter quelques éléments d'information sur les analyses biologiques. Alors, pourquoi des analyses biologiques? Vous aviez un véhicule, vous faites la visite médicale, mais vous aussi, vous devez aussi faire la visite médicale de votre corps. C'est pour ça qu'il est important de faire les analyses médicales. Ça, c'est un premier volet. Vous aviez aussi des personnes qui souffrent de certaines pathologies. Ils vont voir le médecin qui va leur demander de faire des analyses médicales. Vous avez aussi toute une kyrielle de possibilités ou de probabilités qui devraient vous emmener à faire aussi des analyses médicales. C'est cela. Alors, professeur, dites-nous, les origines de la biologie, ça remonte à quand? C'est lointain, ça? Ça remonte à la nuit des temps. Si vous voyez les Égyptiens ou bien les Incas, qui soignaient les gens par certaines techniques, on parlait de sorcellerie, des incantations et tout ça, ils utilisaient bien évidemment des principes biologiques. Parce que la biologie, c'est la science de la vie. Oui. Alors, si on remonte à ces origines-là, vous verrez qu'il y a eu des évolutions au point où, avec la médecine occidentale, on a eu à traiter la médecine de façon chirurgicale. Vous souffrez de quelque chose, on intervient de façon chirurgicale. Ou bien on donnait des médicaments, c'était le cas de la pharmacie. Et puis après, vous avez vu la biologie intervenir avec des illustres personnalités. Je vais citer quelques-unes, ou bien un particulièrement qui m'a beaucoup édifié, Louis Pasteur. Louis Pasteur, parce que quand il y avait des épidémies, la population était décimée. Parce que, tout simplement, nous avions des germes. Ces germes-là, on ne connaissait pas les origines, ou bien on avait un avis sur ces origines. Et l'intervention de Louis Pasteur a permis de connaître au moins ce que c'est ces germes et évoluer dans la biologie. Il en est de même aussi pour les groupages sanguins. Donc c'est tout récent la biologie. Elle fait partie des disciplines qui se sont arrimées à la santé et qui, de plus en plus, a une expansion qui dépasse nos entendements. Les activités de biologie de demain, nous ne le savons pas. Elles sont vastes. Aujourd'hui, on parlerait dans la biologie de biochimie, d'hématologie, de bactériologie, d'immunologie, mais il y a aussi la bioinformatique, la biomécanique, qui ont une place de plus en plus importante dans les activités de santé. Alors, ce domaine-là touche à plusieurs univers. Là, vous nous avez bien situé sur l'importance et la nécessité de la biologie. Aujourd'hui, on pourrait faire un rapport entre la biologie et les autres domaines de la santé et faire un petit état des lieux quand même. C'est très important parce qu'un médecin qui vous consulte, il a un avis, il a une idée sur ce que vous aviez, mais pour se conforter dans sa position, il sera amené à vous demander de faire des analyses médicales. Et quand vous allez faire ces analyses médicales, vous allez lui apporter cela, ça le reconforte dans sa position. Et ça touche tous les domaines, tous les domaines, même les domaines auxquels vous ne vous attendez pas. C'est-à-dire que le champ donc, de la biologie est très très vaste. La biologie, c'est notre quotidien, c'est notre vie, c'est tous les jours. Honneur donc à Louis Pasteur et à tous ses descendants. Alors, pourquoi on demande des analyses concrètement? C'est ce que je vous disais tout de suite. Oui. Je veux dire, par exemple, à un cas, le cas d'aujourd'hui n'est pas le cas de demain, vous avez dit, c'est vaste. Par exemple, on demande des analyses à X, alors que d'autres, on pourrait s'en passer. Pourquoi? C'est certainement l'avis du médecin qui est le seul décideur. Mais quand il constate qu'il y a un certain nombre d'éléments importants qui devraient lui permettre de prendre une décision, il va vous demander de faire des examens. Quels éléments concrètement? Mais ça dépend de lui, parce que les maladies sont multiformes, multivariées. Une maladie psychiatrique n'a pas le même traitement qu'une maladie clinique. Voyez-vous.
on ne traiterait pas deux personnes, des jumeaux, de la même façon, bien qu'ils aient la même pathologie. Voilà. Professeur, à ce niveau-là, et dans tout ce que vous venez de nous expliquer, comment le téléspectateur, il se dit, quand je vais voir un médecin, on suppose qu'il va nous faire un diagnostic, et de ce diagnostic-là va découler peut-être une ordonnance. Comment on fait qu'intervient pour, en tout cas, apporter toujours faire écho à ce que Marcelin vient de demander? Pourquoi spécifiquement les analyses? Je vais vous prendre un cas très simple pour illustrer ma pensée. Vous voyez, quand vous allez dans certaines structures hospitalières, vous avez un malade, il est alité, on va lui demander de faire des examens. Les parents qui sont là viennent, disent, on n'a rien donné, et puis on demande de faire examen. Mais c'est ces examens-là qui devront permettre d'orienter le malade, d'orienter ce que l'on traite. Parce que je vais vous dire des choses qui sont ahurissantes. Vous aviez une maladie, tout le monde la connaît, le paludisme. Mais il y a différentes formes de paludisme. La façon dont on va traiter une forme ne sera pas la même façon qu'on traitera l'autre forme. On est obligé, le médecin est obligé de savoir c'est quelle forme. Alors, une question. Vous avez parlé de visite technique par rapport au véhicule. Ça, c'est au moins une fois l'an. Et concernant la visite technique, entre guillemets, humaine, on fait ça à quelle fréquence? Vous devriez d'abord consulter votre médecin, parce que chacun a un médecin, en fonction de ce que vous aviez. Ce n'est pas le cas en Afrique, hein, ce n'est pas forcément ça. Hein. C'est ce qui devrait être fait. Voilà, ce qui devrait. Vous devrez avoir votre médecin, en fonction du suivi quotidien, il vous dira la périodicité de vos bilans. Mais il est important que chaque citoyen fasse un bilan par an. Il est très important. Quand vous avez un certain âge, il est même conseillé de faire 2 fois le bilan. Alors, quand on commence à être sectagénaire, il est important de le faire. D'accord. Alors, professeur, on comprend bien que le biologiste il est à équidistance de toutes les autres formes de sciences. Et on voudrait vraiment pénétrer dans votre univers et se dire, en fonction d'une médecine en particulier, quelles seraient les analyses à préconiser? Vous êtes au milieu, au cœur. On est au cœur. Ben oui. En fonction de la spécialité, vous avez des examens à faire. Mais je dois vous dire que la biologie étant multiforme, il y a des spécialités. Le biologiste ne peut pas tout faire. Il est spécialisé en 1, 2, 3, mais il ne peut pas tout faire. À un certain moment donné de son activité, fut-il l'expert, il est quelquefois amené à demander l'avis d'un confrère, Tout à fait. bien que ce soit la même spécialité. Ça, c'est un des faits. Il y a aussi un aspect qui est très important, c'est le fait que quand on fait des examens biologiques, le prélèvement doit être conservé. Et la Côte d'Ivoire a une biobanque régionale qui permet de conserver tous les échantillons. Ça, c'est à l'honneur de ma patronne. Voilà. Je ne peux pas citer. Ok, alors dites-nous, on va prendre étape cas par cas, Alix. Par exemple, il y a le sang, il y a peut-être la salive, Il y a il y les a selles. l'urine, il y a les selles. Donc, on va prendre étape par étape. Au niveau du sang, quels sont les examens qui reviennent le plus fréquemment possible? Bon, en fonction de la spécialité, vous prenez quelqu'un qui souffre du diabète, on va vous demander de faire la glycémie. D'accord. On va vous demander de faire d'autres examens beaucoup plus compliqués. Lesquels? Vous avez l'hyperglycémie provoquée. Vous aviez aussi l'hémoglobine glyquée. Leucocytes. Pardon? On parle de leucocytes, il y a beaucoup de choses. Non, leucocyte, c'est à partir de la numération formule sanguine, hein, quand la personne présente une anémie ou bien présente une infection particulière. En ce moment, on fera la numération formule sanguine pour évaluer le nombre de leucocytes présents et la ségrégation de ces leucocytes-là.
pour voir quelle est la forme dominante qui permettrait d'orienter l'infection. Alors, professeur, on est très intéressé sur ce que vous nous dites là et on aimerait savoir l'état d'avancement parce que vous nous avez parlé de l'origine, depuis la nuit des temps. Il y avait sûrement un processus, un mécanisme pour l'analyse. Aujourd'hui, on tend à quoi? Ah, là, c'est bien vaste. C'est bien vaste puisque quand vous prenez des examens aujourd'hui, ne soyez pas surpris que ces examens soient dépassés demain. Avant, on dosait juste la glycémie. Bon, aujourd'hui, on fait l'hyperglycémie provoquée, l'hémoglobine glyquée. Ça, c'est au niveau de la diabétologie. Avant, on va vous regarder juste, vous êtes anémié, mais aujourd'hui, on va voir quelle est la forme d'anémie que vous aviez. Avant, on va vous dire, bon, il est infecté par tel germe. Aujourd'hui, on voit d'abord le germe, on voit aussi l'antibiotique pour ce germe. Bon, vous voyez, c'est vaste. Professeur, tout à l'heure, on était dans la nomenclature du sang, les sels, tout ça. Bon, on va revenir peut-être après, mais quand surviennent les erreurs, par exemple, vous avez dit que le médecin ou bien le spécialiste doit avoir l'humilité de confronter peut-être ce qu'il a ou bien de demander. Alors, quand il y a des erreurs comme ça, quand on tombe sur des médecins ou bien des spécialistes peut-être qui n'ont pas consulté, qui ont eu peut-être trop confiance, comment on fait? Vous, en tant que l'homme rodé, comment on fait pour baliser, minimiser le plus possible les erreurs de diagnostic et les erreurs d'analyse? Bon, vous savez, pour réaliser des examens de laboratoire, il faut d'abord être dans un laboratoire de référence. Homologué, assermenté. Dans un laboratoire de référence. Je dis bien un laboratoire de référence avec des ressources humaines compétentes, des équipements compétents. Équipement, oui. Alors, si vous aviez ces éléments-là, il peut y arriver. Il peut y arriver, mais il faut avoir la délicatesse de rattraper ça assez rapidement. Et comment le faire? Très bien. Mais vous aviez des moyens de contrôle. Quand vous aviez un équipement qui vous donne un résultat, il faut d'abord calibrer l'appareil. L'appareil est calibré et vous sortez des résultats. Vous avez aussi des contrôles que vous réalisez de façon permanente. Le médecin ou bien le praticien peut s'apercevoir que ce qu'il a dit n'est pas conforme, ce qu'il a demandé n'est pas conforme à ce que vous lui donnez comme résultat. Il faut avoir l'humilité de reprendre et de le confronter à un collaborateur à côté, un laboratoire à côté, pour voir si ce qui est dit, si ce qui est dit est juste. En ce moment-là, si ce n'est pas juste, avoir l'humilité de rappeler le collègue, le praticien, pour dire non, j'avais trouvé ça. Après, contrôle chez tel confrère, voici ce que j'ai trouvé. Voilà. Alors, au niveau de la médecine du travail, quels sont les enjeux des analyses médicales au niveau de la médecine du travail? Ça fait partie d'une spécialité. La médecine du travail, ça fait partie d'une spécialité médicale. Les médecins du travail pourront vous donner... Mais vous, en tant que professeur dans le monde du travail, quel est le rôle, l'enjeu des analyses médicales au travail? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'au niveau des ressources humaines, on doit impliquer de plus en plus d'analyses? Cela dépend de l'activité que le médecin du travail exerce dans le service. Ça dépend de l'activité du service. Une société où on travaillerait sur les produits chimiques n'aura pas le même bilan qu'une société où on fait de la bureaucratie. Très bien. Alors, professeur... Et ça dépend, oui, ça dépend du médecin qui officie dans la structure. D'accord. Et qui est censé savoir un peu l'état de santé de tous ces employés-là. Alors, professeur, j'aimerais revenir sur les pratiques depuis, on va dire, la genèse de la biologie jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on tente à informatiser tout. Donc, ce n'est pas des analyses qui vont se faire de manière manuelle, c'est plus technologique. Vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Oui, et ça s'impose à tout le monde. Ça s'impose à tout le monde. Vous sortez d'un équipement. Avant, vous avez des appareils qui faisaient les analyses une par une. Maintenant, vous avez des automates que vous placez l'échantillon, il vous sort les résultats. Vous aviez pour certaines activités. Mais de plus en plus, nous avons besoin de l'informatique qui permettrait, à partir de résultats
exprimé par la machine, bien évidemment calibré, contrôlé et tout ça, nous sortons des résultats qui sont directement imprimés, hein, affichés sur la feuille d'impression ou encore envoyés directement chez le médecin praticien. Nous avons toute une sorte de technologie qui nous accompagne dedans. À quel moment on dit par exemple que c'est une bonne analyse? À quel moment? Je vous vois sourire, j'imagine. Oui. À quel moment on se dit, bon, oui, quels que soient les résultats, on se dit, oui, ce praticien-là, c'était une très très bonne analyse médicale. Dès lors que nous avons passé toutes les étapes, pré-analytique, analytique et post-analytique. Ça veut dire quoi pour celui qui nous regarde? Pour celui qui nous regarde, bien évidemment, c'est juste le fait qu'avant l'analyse, nous avons un ensemble de procédures qui doivent être mises en place. Au cours de l'analyse, nous avons un ensemble de procédures qui doivent aussi être exécutées. Et ensuite, post-analytique, un ensemble de procédures qui doivent être exécutées. Dès lors que vous avez les trois éléments qui sont fondamentaux au niveau de la réalisation d'un examen, nous pouvons considérer que cela est très bien. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez développé le fait de l'évolution de la technologie. On serait plus enclin à faire confiance à la machine plutôt qu'à l'homme? Non. La machine, c'est les hommes qui les programment. Il peut y avoir des erreurs. Nous pouvons constater des erreurs, mais nous avons des outils pour constater que c'est une erreur. Mais même dans des endroits, dans des pays super développés, j'ai encore souvenance quand je préparais cette émission de la chanteuse Kylie Minogue qui avant un tour, avant un concert, une série de concerts, a fait des examens, mais vraiment dans un hôpital américain très, très réputé, mais qui n'a pas détecté son cancer, alors qu'ils ont fait tous les examens. Bon, le cancer... C'est particulier. C'est particulier. Nous avons tous un cancer. Ah oui. Il y a des gens qui vivent avec plusieurs cancers. Mais il y a des techniques biologiques aujourd'hui qui permettent de détecter au stade moléculaire de façon précoce le cancer. Maintenant, quand on l'a détecté, comment on le traite, ça c'est autre chose. Il faut le bon praticien. Sinon, il y a une kyrielle de cancers qui sont détectés de façon précoce au niveau de la biologie. Alors, professeur, il y a des maladies, des pathologies qui passent sous silence de l'analyse, qu'on ne trouve pas? Oui, ça Parce que ça existe, hein. On a fait tous les examens, mais on n'a rien trouvé. Ça et puis, bon, le maladie ça peut arriver, mais je voudrais plutôt aborder le fait qu'il y a ce qu'on appelle des maladies rares. C'est-à-dire, sur une population importante, il y a peut-être un cas. Hein, et nous sommes obligés de nous pencher dessus pour voir ce qui a lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, en Côte d'Ivoire, notre plateau technique, sous votre houlette là, permet vraiment de déceler le plus possible et la certification, est-ce que c'est fiable à 100%? Oui, est-ce qu'on a un plateau technique vraiment digne de ce nom qui peut rassurer les Ivoiriens ici ce matin pour dire que si vous faites vos analyses ici, vraiment la probabilité pour que ce soit vérifié à 100%, voilà. Est-ce qu'il y a des normes, il y a des certifications? Oui, il y a des normes. En matière de biologie, il y a des normes. Depuis la conception de l'établissement, la construction de l'établissement, il y a des normes. L'équipement, il y a des normes. Les ressources humaines, il y a des normes. Tout est pratiquement normalisé. Pourquoi les gens vont toujours à l'étranger? Oui, avant, on allait à l'étranger. J'avoue que de moins en moins, nous partons à l'étranger pour le faire. De moins en moins, en matière d'analyse biologique. Je pratiquais dans un établissement et j'ai fait des analyses. Ils ont pris ces analyses, ils ont envoyé à l'extérieur, on a trouvé les mêmes résultats. Souvent, quand on trouve les mêmes résultats, ou bien quand ils font des examens à l'extérieur, ils nous ramènent ça dans nos laboratoires. Et quand on trouve les mêmes résultats, on n'en parle pas. C'est quand il y a des différences, ça devient un tabou. Est-ce que c'est nous qui avons fait l'erreur ou bien c'est eux qui ont fait l'erreur? Quelquefois, il faut se poser cette question. Alors, professeur, là, vous parlez de la pertinence des résultats qui sont trouvés. Marcelin parlait du plateau technique. Généralement, quand on parle de plateau technique, on se concentre un peu sur Abidjan, mais la décentralisation au niveau du territoire, comment c'est organisé? Il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts qui sont faits au niveau national pour que ce soit comblé. Il y a des efforts. Lesquels efforts?
pour rassurer davantage ceux qui sont à Bloléquin, à Gagnois et autres? Vous saviez que beaucoup de ministères travaillent dessus et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Nous ne sommes pas dans les entrailles des ministères pour comprendre ça. Nous parlons aujourd'hui de l'activité de biologie pour que le grand public sache que quand on vous demande des examens de laboratoire, il faut les faire. Absolument. Quelquefois, faire ces examens de laboratoire nous donne un certain nombre d'éléments pour économiser. Donc, il faut le faire, ces examens. Économiser et surtout ne pas inquiéter sa famille, ses parents, ses proches et soi-même vivre en bonne intelligence avec notre corps, notre âme et notre esprit. Merci infiniment à vous, professeur. On était très, très heureux d'être en votre compagnie pour ce dernier couloir de cette émission Matin Bonheur, l'émission qui vous informe, l'émission qui réveille. À demain.